Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'essai de la Lexus LC500 Cabriolet. Et la Lexus LC500 Cabriolet, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement la version Cabriolet de la Lexus LC500. Et cette LC500 Cabriolet, c'est la Lexus la plus exclusive vendue chez nous en Belgique. Exclusive à plus d'un titre, non seulement par son positionnement, puisqu'elle est tout en haut de la gamme Lexus, mais aussi par sa motorisation, parce que c'est la seule Lexus qui ne soit pas proposée en motorisation hybride. Car contrairement aux coupés qui disposent d'une motorisation hybride V6 ou d'un gros moteur V8, eh bien, ce cabriolet ne conserve que la plus puissante des deux motorisations et on a donc sous le capot un V8 5 litres de 464 chevaux et 530 Nm de couple. Mais avant de nous attarder à la partie technique et aux capacités de la voiture, penchons-nous un petit peu sur son look parce que vraiment, cette LC, donc que ce soit en coupé ou en cabriolet comme ici, a vraiment un look de concept directement sorti d'un salon. Ça tient notamment à cette grande calandre à l'avant entièrement d'une pièce depuis le capot jusqu'à la base du bouclier, mais également à ces énormes jantes chromées de 21 pouces. Et ça, elles sont de série, donc il n'y a pas le choix, c'est ces jantes-là ou c'est rien. Et puis, à ces petits détails vraiment travaillés comme ici, les petites prises d'air pour guider le flux aérodynamique derrière les portières, les poignées de porte qui sont affleurantes, qu'il faut donc sortir manuellement au moment de monter dans la voiture. Et puis également à tous ces détails chromés qu'on retrouve à l'avant, à l'arrière, comme ce pare-choc tout d'une pièce également qui est vraiment moulé d'un seul bloc, qui est vraiment énorme et qui apporte un look très particulier à cette voiture. Alors très franchement, dans le trafic, la voiture se remarque, c'est impossible de passer inaperçu, y compris avec cette teinte qui est un vert bouteille, un vert foncé, qui est la seule option proposée sur la voiture. C'est-à-dire que la seule chose que vous pouvez dire, c'est la couleur extérieure. Celle-ci est donc une couleur particulière métallisée qui coûte plus de 1200 €. Mais sinon, pour le reste, la voiture est facturée un peu plus de 131 000 € et elle est absolument full option. Ce cabriolet est bien sûr équipé d'une capote en toile qui se manœuvre électriquement en 15 secondes à l'ouverture et en 16 secondes à la fermeture. Et la manœuvre peut s'opérer jusqu'à 50 km/h. La commande pour la capote électrique se trouve ici, sous cet élégant petit clapet où on a donc le petit basculeur pour ouvrir ou fermer la capote, ainsi que la commande pour relever les 4 vitres latérales simultanément. Et puis à l'instar de cet élégant petit clapet, eh bien, l'ensemble de l'habitacle est vraiment d'une qualité assez exceptionnelle. On a du cuir absolument partout. On a sur la console centrale le levier de vitesse, le volant, les contreportes, les sièges bien sûr avec ce magnifique cuir au motif un petit peu croisillon qui est absolument sublime. Mais on a également du cuir sur toute la console centrale, sur les montants de pare-brise et même sur les pare-soleil. Et c'est du vrai cuir bien épais. On sent que tout respire vraiment la qualité, tout est très solide, très bien assemblé. Et alors vraiment, les ajustements sont absolument millimétriques. Un de nos spectateurs nous faisait récemment remarquer dans les commentaires d'une précédente vidéo que les lecteurs CD avaient tendance à disparaître dans les voitures. Eh bien, il sera sûrement ravi d'apprendre, s'il regarde cette vidéo, que cette Lexus dispose bel et bien d'un lecteur CD fourni par Mark Levinson, qui est le partenaire de Lexus pour tout ce qui est installation multimédia. Globalement, l'ergonomie est plutôt bonne, même s'il faudra parfois revoir ses habitudes si vous êtes habitué à des modèles européens. C'est-à-dire que Lexus a ses propres habitudes et parfois on cherche un peu les commandes, notamment eh bien, ici, les petites oreilles de Mickey qui dépassent de la casquette de tableau de bord permettent de sélectionner le mode de conduite, donc avec cette commande rotative. De l'autre côté, ça permet de choisir le mode snow et de paramétrer le SP. Et puis pour le reste, bon, heureusement sur le volant, on a des commandes tout à fait classiques avec deux belles palettes ici derrière le volant qui permettent de commander la boîte de vitesse à 10 rapports. Donc au niveau des modes de conduite, on a un mode normal, un mode confort, éco, et puis si on tourne dans l'autre sens, on passe en mode sport et même sport plus. Et puis enfin, si on appuie sur le bout du commodo, on passe en mode normal ou en mode custom. Ça nous fait quand même 6 modes de conduite différents. Au centre, on a ce grand écran pour le multimédia qui n'est malheureusement pas tactile. Il faut tout piloter via la molette et le pavé sensitif ici au centre de la console. Alors en roulant, personnellement, je trouve ça plus pratique que d'aller dans les sous-menus directement en cliquant. Par contre, quand on utilise Waze via Android Auto ou Apple CarPlay, comme c'est le cas ici, eh bien, on a parfois envie d'aller cliquer sur l'écran.
et bien sûr ça ne fonctionne pas. Face au conducteur, on a également un écran pour une instrumentation personnalisable. Maintenant, l'affichage n'offre pas autant de possibilités que sur certains modèles européens concurrents, c'est-à-dire qu'on pourra choisir entre divers modes d'affichage des informations, mais ça restera quand même quelque chose de très sobre à tout moment. C'est-à-dire qu'on pourra bien sûr avoir accès à toutes les données de conduite, d'ordinateur de bord, etc. Et puis petite originalité, lorsqu'on clique sur ce bouton, voilà, il y a vraiment tout le cadran central qui se déplace pour permettre d'afficher les informations de manière différente. Donc c'est vraiment un cadran motorisé qui se déplace vers la gauche ou vers la droite en fonction de l'affichage des informations choisies. Ça sert vraiment à rien, mais c'est trop cool. Et puis les places arrière, comme vous le voyez, avec un adulte d'1,80 m qui conduit, elles sont tout à fait inutilisables, même par des enfants. Hein, puisque même quand on avance le siège, on n'a pas assez de place pour passer ses jambes. Et ça, qu'est-ce que c'est? Un petit rangement là en dessous? Ah non, c'est juste le plus petit tapis automobile du monde, avec deux grosses attaches bien noires. Et puis à l'arrière, derrière les passagers, on a un coffre d'une contenance de 149. Essaye le petit bouton là, à côté du phare. Donc comme je le disais, à l'arrière, on a un coffre d'une contenance vraiment très limite, 149 litres seulement. Ce sera vraiment très juste, même pour un départ en week-end simplement. Il ne faudra pas prendre des valises trop grandes. Sur la route, ce cabriolet LC500 m'a vraiment positivement surpris. C'est-à-dire que je m'attendais à un gros coupé puissant, avec un gros V8, mais finalement assez placide. Et en fait, eh bien, il peut vraiment afficher un double visage. C'est-à-dire qu'on a ici donc le sélecteur de modes de conduite. Alors si on sélectionne les modes de conduite confort ou normal par exemple, eh bien, on a effectivement ce gros coupé qui n'est toutefois pas placide, qui est plutôt bien dynamisé, bien équilibré entre confort et dynamisme en tout cas. Et puis surtout, ce gros V8 qui, grâce à la boîte de vitesse à 10 rapports, peut vraiment tourner à des régimes incroyablement bas. C'est-à-dire que sur route, sur autoroute, eh bien, on va être à 1200 tours minute environ. Et ça permet vraiment d'avoir une consommation qui est absolument bluffante, puisque sur un parcours exclusivement autoroutier, je suis parvenu à une consommation moyenne de 7,1 litres au 100 km. Donc ça veut dire que celui qui utilisera son cabriolet LC500 pour de longs trajets, eh bien, pourra vraiment faire de longues routes sans s'arrêter, sans devoir faire le plein trop souvent. Et dans ce cas-là, eh bien, on a vraiment quelque chose de très confortable lorsqu'on roule voilà, de manière assez paisible et quelque chose qui est vraiment très agréable à conduire. Mais en fait, le deuxième visage se découvre quand on passe sur le mode sport, voire même sport plus. On a alors voilà, un moteur qui est étonnamment rageur, c'est-à-dire que pour une Lexus, qui est une marque quand même qui a une image très proprette, qui fait des voitures très bien finies, de très bons véhicules, mais assez placides, et bien là on a un V8 qui pousse à n'en plus finir. Alors ça c'est bien sûr grâce à la grosse cylindrée, ça pousse depuis les très bas régimes, et puis vers les 5000-5500 tours, on a de nouveau un petit coup de pied aux fesses, on a l'impression que le moteur en remet une couche et repart de plus belle, et il peut monter dans les tours vraiment très haut, jusqu'au-delà de 8000 tours. Et le compte tour est même gradué jusqu'à 9000 tours. Mais vraiment, on a quelque chose qui pousse très fort. Les 464 chevaux sont vraiment bien présents. Ça grimpe dans les tours à une vitesse folle. Ce V8 est en fait une réelle bonne surprise. Le seul petit bémol en conduite active, je dirais, c'est la boîte de vitesse qui fait un peu ce qu'elle veut. C'est-à-dire que si on la laisse se gérer, eh bien, elle va laisser le moteur monter suffisamment dans les tours, donc ça c'est bien, elle n'est pas trop castratrice si je puis dire à ce niveau-là. Par contre, elle va vraiment manquer de réactivité au kickdown. Et en fait, c'est vraiment un reproche général, c'est le manque de réactivité en conduite active, parce que même lorsqu'on prend les commandes via les palettes au volant, eh bien, il y a toujours cette demi-seconde qui se passe avant que la boîte n'enclenche réellement le rapport, et c'est encore plus sensible à la rétrogradation, où parfois la boîte ne veut vraiment pas nous laisser repasser une vitesse parce qu'on va se retrouver à de trop hautes rotations. Après voilà, en conduite plus paisible, cette boîte à 10 rapports, donc je le rappelle, est vraiment très agréable. Elle fait preuve d'une extrême douceur dans les enchaînements de rapports. On sent même pas les vitesses qui passent, c'est presque même trop doux par moment. C'est-à-dire qu'on n'a vraiment aucune idée de sur quel rapport on se trouve, de savoir si le rapport est passé ou pas. En conduite active, la consommation est celle d'un V8 qu'on maltraite un petit peu, et donc là vous imaginez bien que la consommation explose. Et là, pour tout vous dire, après ces 2 jours d'essai, eh bien, où j'ai fait pas mal de petits parcours en conduite assez active, je dois bien le reconnaître, mais je suis quand même à une consommation moyenne de 15,3 litres au 100 km. Voilà.
En conduite sportive, avec le toit baissé comme maintenant, on sent que la rigidité à l'arrière n'est pas toujours optimale. Là encore, on n'est pas sur une rigidité d'une BMW ou d'une Porsche. Et on sent que la caisse a tendance à bouger un petit peu sur les grosses aspérités. Rien de bien grave, ça ne va pas compromettre le comportement de la voiture, mais ça traduit un petit peu quand même son positionnement qui est plus GT que vraiment sportif. La direction est aussi assez communicative, ça c'est l'autre bonne surprise de la voiture. On a un retour assez conforme du revêtement, de l'état d'adhérence, etc. Et puis le SP n'est pas trop castrateur non plus, c'est-à-dire que quand on passe en mode sport ou sport plus, il va laisser un peu plus de largesse au train arrière. Par contre, voilà, là encore, on va sentir la bestialité de la voiture et il faudra quand même avoir un sacré coup de volant, je dirais, pour garder la voiture sur les rails. Alors, ça n'est pas aussi caractériel qu'une Mustang, par exemple, loin de là, mais il faudra quand même être bien concentré au moment de remettre les gaz si on n'est pas tout à fait en ligne droite. Par contre, même comme ça, les remous aérodynamiques sont très bien gérés. On a juste, voilà, vous voyez mes cheveux qui volent au vent, on a juste ici un petit filet d'air sur le haut du crâne, mais rien de très dérangeant. Et puis surtout, on pourra l'utiliser vraiment en toute saison grâce au chauffe-nuque intégré ici dans les appuis-têtes, un équipement qu'on retrouve également par exemple chez Mercedes et qui est toujours très pratique pour les matins un peu frisqués comme aujourd'hui, puisque là il fait 15 degrés, mais très franchement, ça n'est absolument pas dérangeant de rouler en cabriolet. En conclusion, que va-t-on retenir de cet essai de la Lexus LC500? Eh bien moi personnellement, elle m'a beaucoup surpris, c'est-à-dire on a vraiment une voiture au double visage. D'un côté, on a une grande GT parfaite pour le cruising qui pourra vraiment offrir une économie de carburant très intéressante puisque comme je le rappelle, sur un parcours exclusivement routier et autoroutier, eh bien j'avais une moyenne de 7 litres au 100 km puisque dans ce cas-là, le V8 tourne vraiment pratiquement à un régime de ralenti. Et puis d'un autre côté, quand on ira la pousser un petit peu plus dans ses retranchements, quand on ira passer le mode Sport Plus, quand on prendra la commande de la boîte manuellement, on aura une voiture vraiment performante avec un V8 qui sera vraiment rageur et vraiment des capacités sportives qui sont pratiquement insoupçonnées et tout à fait épatantes au regard des quand même 2045 kg de la voiture à vide. Comme je l'ai peut-être déjà dit, eh bien, on n'est pas sur l'efficacité purement sportive d'une Porsche ou d'une BMW M8, mais par contre, au niveau des concurrentes, eh bien, on pourrait plus lui opposer la BMW M850i, qui parviendra plus à marier ce côté GT pour la balade et ce côté très sportif à la demande. Quant au budget, comme je le disais, 131 100 € pour la seule version au catalogue, qui est full option, puisqu'on a seulement la peinture métallisée qui est en option à 1 200 €, ce qui veut dire que pour 132 300 €, eh bien, on a ce cabriolet full option, vraiment super bien fini, très agréable à conduire en toutes conditions. Et puis en plus, on a l'exclusivité d'avoir un véhicule qui va rester particulièrement rare sur nos routes, contrairement par exemple à une Porsche ou à une BMW, pour reprendre les deux exemples que j'ai déjà cités. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'être toujours plus nombreux à nous suivre. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo. Posez-nous vos questions et dites-nous ce que vous pensez de cette LC500 cabriolet par rapport à ses concurrentes. Et puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel essai. Salut!